c'est Baptiste. J'ai un cursus d'ingénieur mécanique qui est terminé depuis 4 ans. Et donc, suite à ça, j'ai cherché comment pouvoir agir plus directement sur le réel en continuant dans la suite logique pour un ingénieur qui était intégré une entreprise dont on ne voit pas forcément le but à long terme ou court terme. Voilà, donc c'était vraiment agir sur le réel pour des convictions environnementales et sociales fortes. Donc Clément, fondateur avec Baptiste de l'association. Et moi, j'ai un cursus plutôt orienté communication. J'ai fait pas mal de graphisme et de développement web, etc. Et de la même manière, en fait, j'avais envie de m'engager plus sur quelque chose de conscient, on va dire, pour la société. Et tout en essayant d'apporter un peu mes connaissances, justement. Mais au-delà de ça, non, on n'a pas forcément de compétences en électronique, en tout cas dans la réparation, ou voilà. Et donc, finalement, on n'en avait pas forcément besoin. Donc l'atelier soudé, c'est un atelier de co-réparation électronique. Donc c'est-à-dire que c'est un atelier où on va trouver des outils, des bénévoles qui ont plus ou moins des compétences en électronique, qui vont les partager. Et donc c'est une association qui est née en 2015. Donc la mine, c'est un laboratoire citoyen qui nous a, nous, en tant que projet, donné la chance d'avoir accès à un espace, des personnes avec des compétences variées. Et donc c'est un lieu d'expérimentation pour des projets qui veulent partager et développer à la fois les projets et les personnes dans les projets. Alors ça répond à plusieurs choses en même temps. L'aspect environnemental qui nous tenait à cœur sur réduire à la source en fait les déchets électriques et électroniques. Ensuite, c'était aussi l'aspect réappropriation de la technologie par l'utilisateur. Donc ça, c'est plus un peu social et politique, c'est-à-dire de vraiment faire en sorte que ça soit plus des boîtes noires qu'on a entre les mains, mais de savoir comment agir directement. Ensuite, il y avait donc l'aspect économique, c'est-à-dire d'avoir accès à de la réparation pas chère pour freiner comment dire, pour ne pas justement avoir les freins actuels des réparateurs classiques, qui sont des freins économiques la plupart du temps. Que ça coûte moins cher de racheter plutôt que de réparer, on n'en voulait pas, on voulait proposer une alternative économique aussi à ça. D'accord. Vas-y, je vais compléter. On a aussi forcément la lutte contre l'obsolescence programmée. En fait, toutes ces problématiques sont intimement liées. C'est parce qu'on a justement des appareils qui sont de plus en plus complexes, intégrés avec de nombreuses fonctionnalités dont on n'a bien souvent pas l'utilité, qu'au final on ne les connaît plus. C'est-à-dire qu'on a des outils qui sont pourtant à portée de main, mais qui sont trop compliqués à comprendre. Donc on essaye justement de lever cette barrière-là. Et l'obsolescence en fait partie, puisque étant donné que c'est des choses de plus en plus miniaturisées, etc., on peut facilement introduire des biais pour continuer en fait la boucle, c'est-à-dire renouveler sans arrêt les appareils, parce qu'on les connaît pas, créer ainsi des déchets. Et donc on essaie de prendre la chose par le début, quoi, c'est-à-dire rendre la capacité aux citoyens sur ces outils, quoi. Donc nous deux, on est fondateurs de l'association. Donc ça fait 3 ans qu'on est dessus. L'idée, c'était quand même aussi pouvoir en vivre au bout d'un moment, parce que on a passé beaucoup de temps en bénévolat, c'est sûr, pour créer l'association. Et au final, on est aujourd'hui les 2 salariés de l'association, donc c'est assez récent. Donc moi, je vais m'occuper plus de la partie projet, donc essentiellement projet web, parce qu'on a un projet de plateforme justement qui a pour but de rendre la réparation plus accessible. Et Baptiste travaille plus sur les partenariats, puisqu'on a beaucoup de partenariats avec pas mal d'MJC, de centres sociaux, d'autres lieux comme nous, etc. Et on a aussi aujourd'hui Françoise, donc, qui est en stage, qui s'occupe de tout ce qui est animation ludique et éducatif, et Simon qui est en service civique. Donc ça, c'est pour l'équipe cœur, on va dire.
Et après, en dehors de ça, la force de l'atelier, c'était vraiment donc les bénévoles qui sont venus dès le début avec des compétences variées. Donc soit des gens qui ont découvert un peu comme nous sur le tas comment ça se passait des réparations, soit des gens qui sont vraiment formés là-dedans ou qui travaillent là-dedans à côté. Et donc c'est vraiment cette diversité-là qui fait que l'atelier est efficace et c'est des compétences variées, des gens qui ont envie d'apprendre, de transmettre. Et donc aujourd'hui il y en a une grosse quarantaine de bénévoles, donc des qui viennent très régulièrement et d'autres plus ponctuellement. Donc soit dans nos ateliers régulièrement ici à la mine, soit aussi dans des ateliers extérieurs qu'on fait en partenariat. Et donc à l'atelier Soudé, on voit vraiment passer pas mal de personnes différentes. En tout cas, au niveau des âges, on a une certaine multitude, mais on se rend compte, parce qu'on peut savoir à peu près qui vient, en tout cas chez nous, qu'on a surtout quand même des personnes plutôt jeunes, entre 21 et 35 ans, et aussi des personnes plus vieilles, à partir de 60 ans, on va dire. Et donc ça permet d'avoir une mixité, en tout cas ici à l'atelier. Et donc, en dehors de ça, les motivations vraiment des gens qui viennent, ça peut être, donc, comme on disait, sur l'aspect économique, donc pour avoir de la réparation pas chère. Et ces personnes-là peuvent ne pas du tout être intéressées par l'aspect environnemental, mais elles y ont un impact quand même malgré elles, entre guillemets. Au contraire, des gens très convaincus par l'aspect environnemental qui, peu importe le temps, l'énergie qu'ils vont mettre sur une réparation, ils veulent surtout pas jeter leur appareil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit? J'ai oublié, il en manque. En fait, je sais pas, on va dire. Quand même, principalement, on se rend compte que les personnes qui participent sont quand même là pour apprendre. Alors, souvent, l'objet est en fait déjà plus utilisé, enfin pas tout le temps, hein, mais je dirais que la moitié du temps, c'est un objet qui sert plus. Du coup, ils sont là justement pour transgresser la peur de l'appareil. Et en fait, la motivation quand même première, c'est celle de quand même d'ouvrir en fait, d'ouvrir le capot, de voir que c'est réparable. Et du coup, forcément, après, ils vont revenir pour quelque chose qui sert encore, quoi. Et ce que j'avais oublié, c'était le lien social qui fait beaucoup aussi. C'est un lieu de convivialité, de partage. Donc, à la fois, on vient pour transmettre ou apprendre des choses, et puis, voilà, échanger. Il y en a qui viennent vraiment pas pour réparer, quoi, des fois aussi. Pour les personnes qui souhaitent réparer, en fait, il y a plusieurs points d'entrée. Alors, soit ils vont venir parce qu'on leur en a parlé, bien souvent, soit une rapide recherche sur Internet en fait, permet de nous trouver en tapant réparation participative ou réparation électronique, etc. Et donc après, concrètement, comment ça se passe? Que ce soit du bouche à oreille ou par le site web ou par un peu de communication, il faut quand même aller sur le site Internet pour en fait réserver une permanence. Parce qu'en fait on a tellement de personnes qui viennent, voilà, que on a besoin en fait de faire des réservations. Donc ça c'est la première étape, hein, c'est de réserver. Après on n'est pas obligé, on accepte des gens sans réservation. Et la première chose à faire, c'est évidemment de bien comprendre le concept, que c'est de la co-réparation. Et après, en fait, il suffit d'adhérer à l'association pour avoir accès donc à l'atelier, aux bénévoles, etc. Une fois que les personnes arrivent sur place à l'atelier, donc elles adhèrent à l'association, on va les aider à diagnostiquer puis à dépanner leur appareil en fonction de ce qu'on a disponible ici. Et donc pas mal d'outils, pas mal de compétences différentes. Après, il peut y avoir besoin de pièces détachées à amener, donc à commander soi-même, ou alors un certain nombre qui sont présentes ici dans des appareils qu'on nous a donnés et qui peuvent resservir. Juste rajouter. Sachant que l'idée c'est quand même pas laisser le participant seul ni de tout faire à sa place, c'est de participer au maximum, d'ouvrir, etc. Après quand il y a des opérations difficiles, c'est le bénévole souvent qui va le faire, mais on est là justement pour expliquer qu'est-ce qu'on est en train de réaliser, quoi. Donc l'intérêt pour les personnes, c'est dans un premier temps l'aspect économique, donc de réparation pas chère. Ensuite, sur l'aspect environnemental, les gens très convaincus qui ne veulent pas jeter leur appareil, peuvent le réparer. Des fois, il y a aussi des gens qui sont très attachés à leur appareil, un lien, comment dire, ouais, un lien émotionnel avec l'appareil.
Et après, la transmission de connaissances, donc casser le mythe de l'objet bi-état, soit fonctionnel, soit hors service, et voilà, se réapproprier collectivement les appareils. Un, un des, des intérêts que les participants ont à venir, c'est de trouver de l'aide en fait aussi, un support, quoi, voilà, de se dire qu'ils sont pas seuls en fait par rapport à leurs objets en panne ou par rapport au problème de l'obsolescence ou des déchets, quoi. C'est justement un soutien, voilà. C'est trouver du soutien en fait par rapport à ces problèmes-là, quoi. Et peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est la démarche éthique, en gros, que des fois on retrouve pas chez certains réparateurs ou chez des services après-vente. C'est qu'on met vraiment l'éthique de réparation en avant, et ça, les gens viennent aussi pour ça, je pense. Dès le début de l'association et même du projet, on a vu qu'il y avait du répondant par rapport à ce qu'on proposait, ce qui a permis à vraiment avoir des membres actifs dès le début qui venaient tenir les ateliers. Par rapport aux nouveaux projets qui sont donc les aspects ludiques et éducatifs qu'on est en train de lancer, c'est pareil, il y a pas mal de répondants de par les structures MJC, etc., centres sociaux. Voilà, de manière générale, on voit avec le nombre de bénévoles qu'on a aujourd'hui, les structures demandeuses et les ateliers qu'on fait dans 5 ou 6 endroits différents de Lyon, que ça a pris, quoi. Donc après, le challenge, c'est structurer l'organisation interne, en fait, pour pouvoir faire tout ça en parallèle. En fait, au début du projet, on était effectivement un peu, pas seul, mais forcément, dès qu'on a conceptualisé un peu l'idée, on était deux. Mais voilà, très vite, de fil en aiguille, ouais, on a eu pas mal de contacts. On a pu commencer à faire les ateliers très tôt, puisqu'on avait le lieu de base. Et donc voilà, petit à petit, mais ouais, assez rapidement, on a eu de plus en plus de bénévoles, ce qui a permis de faire de plus en plus d'activités. Et vraiment, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de communiquer, les gens viennent d'eux-mêmes, parce que oui, je crois qu'il y a vraiment une problématique. Et aussi, depuis un peu récemment, c'est les soutiens politiques qu'on commence à avoir. Enfin, on voit qu'il y a vraiment un intérêt par rapport à ça, et qu'on est quand même plutôt soutenu de la part un peu de tout le monde, quoi. Et donc, non, c'est quand même vraiment très cool. Enfin, ça a bien évolué depuis le début et ça continue. Et effectivement, on a de plus en plus de choses, de projets. Donc, c'est très enrichissant. Mais voilà, il faut réussir à tenir la cadence, quoi. Ben, en fait, quand on a développé l'atelier soudé, au début, il y a 3 ans, à Lyon, en fait, il y avait presque pas d'activité de ce type. Là aujourd'hui, ça se développe vraiment de plus en plus. À Lyon, il y a 3 à 4 hypercafés qui commencent vraiment à se développer, à faire de la coréparation aussi. Et donc, voilà, tu as cette association Hypercafé qui est en fait plus une fédération, on va dire, qu'une association, parce que euh, alors en France, on est un petit peu à la traîne parce que justement, on n'en a pas beaucoup. Mais en Europe, il y en a à peu près 1000, je crois, des hypercafés. Et donc, en tout cas, pour moi, l'idée, ça serait que, en fait, tu aies un atelier de ce type, au moins dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, voire 2 ou 3, bref. Et que, en fait, ça soit naturel, quoi, d'aller prendre du temps pour aller réparer soi-même. Comme pour les ateliers de vélo, en fait, qui fonctionnent super bien. Et donc, il faut aussi que cette action soit valorisée justement par l'État, soit sous forme, je sais pas, de détaxation ou tout un tas de dispositifs légaux en fait qui devraient encadrer et inciter ces gestes-là, quoi. Et donc on a vraiment depuis quelques mois là, on s'est dit qu'on voulait justement intervenir en support du montage d'ateliers dans l'agglomération, etc. Parce qu'on a l'impression que voilà, on arrive à marcher aujourd'hui sur notre modèle d'atelier et donc on veut prendre le temps de transmettre et d'accompagner. Donc par des formations, donc ça peut se décliner de cette manière-là. Donc accompagner, faire des ateliers sur place dans un quartier en lien avec une structure existante. Dans un deuxième temps, faire une formation pour les bénévoles qui veulent tenir cet atelier. Et ensuite, ça peut aussi passer par les ateliers, les outils numériques qui peuvent être un outil
comment dire, Facilitation. par les outils numériques qui peuvent faciliter l'organisation en fait d'un tel atelier, quoi. Alors un point intéressant aussi, c'est je pense l'aspect modèle économique qui nous tenait aussi vraiment à cœur donc dès le début du projet, c'est de voir comment on peut vivre aussi de cette activité de réparation partagée. Donc aujourd'hui, il y a une bonne partie prestation, donc d'animation, d'ateliers extérieurs, donc soit dans des structures, soit sur des événements, qui nous permet de faire rentrer des sous dans l'association. La partie adhésion, donc des participants, qui aussi fait une autre partie. Après, en dehors de ça, donc d'autres choses, de la vente d'appareils réparés, que les gens déposent quand même ici et qu'on passe du temps nous à réparer. Ça pourrait être aussi de la location au lieu de la vente. Voilà. Plus par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, c'est que... Ah non, peut-être on en parlera. C'est pas grave, C'était juste un truc en plus, mais ça fait partie du modèle éco en fait. Mais aujourd'hui, on a des éco-organismes qui sont financés pour le recyclage. Donc on a une éco-participation qu'on paye à chaque appareil électronique. Et on peut envisager que justement pour soutenir un modèle économique des ateliers de réparation, pour inciter la réparation, cette éco-contribution pourrait aller à la réparation en fait, pas forcément au recyclage, parce que enfin au recyclage aussi, hein, mais en fait c'est l'étape d'avant quoi. On évite le déchet, et donc c'est autrement plus important. Et donc ça peut être un axe de financement, et sachant que on recherche un modèle économique, mais après on peut se dire aussi que c'est une des missions de l'État, on va dire, de justement soutenir ces actions-là. Est-ce que c'est plus ou moins économiquement viable, mais est-ce que ça doit l'être forcément en fait? Parce que si on a justement des réparations qui sont chères, c'est que les réparateurs, eux, ils doivent être rentables dans l'histoire, quoi. Alors que c'est justement une mission écologique à tous. Voilà. C'est clair. En gros, je pense que l'idée à terme, ça serait de voir toutes les articulations possibles entre des ateliers ouverts, des réparateurs classiques, mais qui doivent vivre de cette activité, et l'État ou les institutions qui peuvent soutenir ça et trouver les bons moyens pour que tout ça permette d'agir à long terme sur la réparabilité et la réparation des objets, quoi. Une partie de ce qu'on transmet dans les ateliers ludiques et éducatifs, c'est justement le cycle de vie des appareils électroniques. Et donc la principale chose, c'est la fin de vie donc des matériaux qui sont dans nos appareils du quotidien, qui sont soit très polluants, ou soit qui vont être épuisés d'ici quelques dizaines d'années. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, recycler au moins les appareils électroniques, c'est très important, parce que s'ils sont dans la poubelle, qu'ils sont incinérés ou enterrés, ça pose tout un tas de problèmes. Et après, avant ça, effectivement, de réparer, de réutiliser avant l'aspect recyclage matière, quoi. Alors, je pense qu'en fait, on parle souvent de durée de vie des appareils électroniques, donc, ce qui induit le fait qu'ils aient une vie et une mort. Alors, sauf que en réalité, on va dire que ça se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie, parce que le recyclage, justement, c'est très compliqué, puisqu'on a des appareils avec des matériaux qui sont mélangés et qui sont de plus en plus miniaturisés, donc quasi irrécupérables. Donc en réalité, on recycle pas énormément. Un ordinateur ou un téléphone, ça se recycle pas très bien. Et donc, en tout cas aujourd'hui, c'est compliqué. Donc déjà, il faudrait mieux concevoir les produits pour qu'ils soient recyclables. Et au-delà de ça, voilà, arrêter de puiser des ressources en fait qu'on a déjà, qui ont déjà été utilisées. Mais le recyclage, c'est vraiment la dernière solution en fait, parce qu'on sous-cycle, enfin, on recycle pas en fait, on dégrade la matière dès qu'on recycle, et donc c'est vraiment pas la bonne solution, mais c'est très important de le faire justement parce qu'on arrive à épuisement et que de toute façon on va pas pouvoir faire autrement, quoi. Il y a 30% des déchets électroniques qui sont recyclés en Europe, donc c'est-à-dire qu'il y a 70% qui sont pas recyclés ou alors qui partent dans les trafics de déchets électroniques, donc en Afrique ou en Asie. Et en réalité, après, sur un ordinateur ou un téléphone, il n'y a pas plus de 20% des matériaux qui doivent être recyclables. Mais voilà, je suis pas sûr de ce chiffre-là. Par contre, le premier, je suis sûr. Un,
Un autre chiffre, c'est qu'en France, le pourcentage, c'est 75% des déchets électriques et électroniques qui vont au recyclage. Par contre, c'est un pourcentage des objets qui sont mis en vente cette année-là. Donc en fait, il y a un peu un décalage entre les deux. Ça se base sur les ventes et de l'autre côté, on est sur la fin de vie d'objets qui datent des années d'avant. Donc en fait, il y a toute une vie et des objets qui dorment dans les placards et ce genre de choses. Et donc il y a des objectifs des éco-organismes qui sont liés à la mise en vente cette année-là. Et donc après, donc, ils atteignent plus ou moins ces objectifs ou ils les surpassent. Mais donc déjà, donc ça c'est des choses qui vont au recyclage. Et après, effectivement, quand elles vont au recyclage, c'est pas la majorité de ces appareils. Il y a la partie plastique qui peut être réutilisée dans les structures des voitures, etc. Il y a la partie métal, pareil, dans des structures. Par contre, quand on touche aux cartes électroniques, à des composants très spécifiques, ça peut soit être recyclé ou soit au contraire être incinéré. Voilà. La plupart quand même des déchets électroniques sont effectivement pas recyclés dans leur pays d'origine et bien souvent envoyés en Afrique où là en fait ce qui est un peu paradoxal c'est que cette population-là, c'est celle qui consomme le moins d'électronique, mais en fait, c'est celle qui se retrouve avec le plus de déchets possible. Enfin, pour moi, du coup, ce qui est important, c'est de pas voir le recyclage comme la solution, quoi, et de pas se baser que là-dessus et de pas faire que ça, quoi, parce que comme c'est fait aujourd'hui, c'est pas du tout efficient, et en plus, il faut pas faire de déchets, en fait. C'est ça la solution, quoi, l'ultime. Éviter les déchets. Ouais. Comment on évite les déchets? Alors, comment on peut éviter les déchets? C'est assez simple en soi. C'est de revoir. Enfin, assez simple. Il faut revoir toute la conception en fait des appareils électroniques. Il faut des produits qui sont durables, qui soient démontables, qui soient du coup recyclables et si possible aussi modulaires par exemple. Et de cette façon, en fait, on va se retrouver avec des appareils qui peuvent durer vraiment la vie en fait, enfin, qui ont une vraie durée de vie, c'est-à-dire la nôtre, et voire plus. Et en fait, à mon avis, c'est comme ça qu'on évite les déchets. Donc après, en les réparant, et il faut aussi revoir ses habitudes de consommation, voir ses besoins. Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone avec un gyromètre, enfin des trucs qui sont complètement, ça existe, un gyromètre. C'est pas grave. Est-ce qu'on a besoin de téléphones ultra performants, d'un ordinateur, d'une télé connectée, d'un frigo connecté, enfin, etc. Il faut vraiment revoir ses usages et ses besoins quoi, en termes de technologie, je pense. Alors c'est vrai qu'au tout départ, moi j'aimais bien parler d'obsolescence au sens large, pas que obsolescence programmée, parce qu'en fait il y a un gros débat là-dessus, c'est est-ce que c'est la faute entre guillemets des industriels qui consciemment mettent des freins à la durée de vie des appareils. Donc autour de ça, il y en a qui disent oui, 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 il y en a qui disent non, non, non. Mais le fait est que oui, sur tout un tas d'appareils, selon les marques aussi, il y a des choses qui cassent en premier, donc des composants qui ont une fragilité. Alors, soit c'est conscient de la part de l'industriel d'avoir mis ce composant-là, soit c'est juste que pour optimiser tout ce qui est coût, et qu'ils sont en flux tendu, ils n'ont pas le temps de reconcevoir tout, ils n'arrivent pas à faire en sorte que tout soit durable dans l'appareil avec un prix à l'achat qui soit en correspondance par rapport au consommateur. Donc après, voilà, soit c'est conscient, soit c'est pas conscient. Aujourd'hui, quand même, il y a l'association Halte à l'obsolescence programmée qui a porté sa première plainte contre un producteur d'imprimantes parce qu'il y a des biais qui avaient vraiment été identifiés comme obsolescence programmée. Donc on verra ce que donne cette plainte. Du coup, la loi a évolué aussi par rapport à ça. C'est considéré comme un délit aujourd'hui l'obsolescence programmée, alors que c'était pas le cas il y a quelques années. Et donc pour parler d'obsolescence de manière plus large, c'est oui, la durée de vie des appareils aujourd'hui est peut-être inférieure à celle des années ou des décennies d'avant. Et oui, il y a quelque chose à faire, quoi, en gros. En fait, tu as, on va dire, trois grandes sortes d'obsolescence. Donc, c'est l'obsolescence technique où on introduit des pièces, soit qui sont faites pour péter, soit qui sont plus fragiles, soit avec des compteurs qui vont compter le nombre d'impressions, etc. Après, on a une obsolescence qui est un peu... En fait, qui est pour moi la plus grave, mais peut-être celle qui est moins connue, moins reconnue, on va dire. Mais bon, c'est l'obsolescence logicielle. Alors pourtant, on en aura à faire tout le temps en fait. C'est quand on a une mise à jour qui va nous empêcher d'utiliser le téléphone parce que la mise à jour est trop gourmande. On va plus pouvoir utiliser nos applications si on met pas à jour, etc. Et donc on doit priver en fait l'utilisation de l'outil alors qu'il fonctionne encore. Mais c'est le logiciel qui, lui pourtant, enfin,
physiquement, il n'y a rien qui change, quoi, mais le logiciel va faire que ça va moins fonctionner. Et donc ça se règle très bien avec des logiciels libres, des systèmes d'exploitation comme Linux, qui vont justement aller dans l'autre sens. Ils vont être complètement rétrocompatibles, donc bien fonctionner sur des vieilles machines, et t'allonger la durée de vie de la machine au moins du double, voire du triple. Et enfin, on a une dernière obsolescence, c'est l'obsolescence psychologique, qui est bien présente aujourd'hui. Donc c'est l'effet de mode, c'est l'effet de marque, c'est l'effet d'appartenance. Enfin, l'effet de marque, c'est l'effet d'appartenance à un groupe. Voilà, si on n'a pas le dernier modèle, on va se sentir un peu déclassé, on va dire socialement, etc. Et qui produit, voilà, en fait, un imaginaire, quoi. C'est le bel objet, tout beau, tout propre, tout neuf, qui va nous renvoyer à quelque chose comme si une sorte de réussite sociale, etc. Et donc, enfin, qui nous laisse penser que justement ces outils-là nous rendraient plus heureux et qu'il faut absolument le dernier. Et en fait, la publicité fait bien ces choses-là parce que on va plus parler en termes de justement de durabilité ou quoi que ce soit. Les arguments de vente, ça va être quasi rien en fait. Ça va être une photo en gros plan avec la belle courbe, le beau noir, le beau blanc ou je sais pas trop quoi sur les téléphones. Et en fait, ça marche super bien parce que ça renvoie tout cet univers, quoi. Et, euh, et surtout, même sur le fait, par exemple, de parler, de dire ça, ça a une durée de vie de 2 ans, c'est aussi de l'obsolescence psychologique parce que naturellement, on va se dire, de toute façon, ça durera pas plus. On va pas aller pousser plus loin l'objet. On va pas chercher à faire quoi que ce soit de plus parce qu'on a l'impression que c'est comme ça et puis voilà, c'est tout, quoi. Je sais pas si. Et donc sur l'obsolescence psychologique, on joue vraiment sur les frustrations en gros des individus qui sont liés à la société pour aller chercher du coup dans la technologie des réponses à leurs besoins profonds ça joue vraiment sur les imaginaires et sur l'aspect que oui ça va nous aider à être heureux quoi. Alors s'il y a un but du coup à l'obsolescence programmée, ça serait pour moi effectivement entretenir tout le système de consommation et tous les acteurs qui sont déjà positionnés dessus, y compris donc des monopoles bien aciés qui veulent pas être détrônés. Parce que c'est ça, c'est que si on commence à tirer par un bout, on veut éco-concevoir, on veut réparer, etc. Ça fait tomber tout un ensemble de modèles qui sont déjà existants et qui aussi embauchent des gens. Donc en fait, ça fait repenser tout le système petit à petit. Donc dans un sens, c'est un gros challenge, mais si on s'en donne pas les moyens, on va avoir un gros mur en face de nous. Donc oui, de toute façon, c'est ça. En tout cas, on peut reposer la question de savoir si on a vraiment besoin justement de renouveler les parcs d'appareils pour créer de l'emploi, parce que c'est quand même l'argument favori, c'est que ça crée de l'emploi, donc c'est vrai. Sauf que on travaille en fait pourquoi? C'est-à-dire on travaille pour racheter en fait les choses qu'on jette, surtout aujourd'hui au prix exorbitant du dernier téléphone portable qui est sorti, qui a 1200 euros, donc c'est quand même un mois de salaire. Je veux dire. Personnellement, je préfère travailler un mois de moins tous les ans, quoi, plutôt que de continuer à racheter des trucs qui sont identiques. Mais voilà, il faut reposer la question, c'est que forcément, on a besoin de travailler pour gagner de l'argent, et du coup, on a moins de temps, et comme on n'a pas de temps, on va acheter, on va pas réparer, etc. Donc, c'est un peu un cycle à revoir, quoi. Du coup, c'est plutôt un cycle à créer, plutôt que de continuer comme ça sur une fonction bien linéaire, quoi. Alors effectivement, le système économique aujourd'hui, donc il est fondé sur certains principes, en grande partie donc la croissance qui fait consommer en gros à outrance. On doit toujours produire plus pour consommer plus et du coup pour jeter plus à la fin. Donc ça pose quoi comme problème? La finitude des ressources, donc le fait qu'on n'aura pas de l'or, de l'argent, du cuivre, du tantal ad vitam aeternam dans les mines. Par contre, il y a les mines urbaines, donc voilà, tout ce qui est les appareils qu'on a dans nos placards ou qu'on jette.
Alors après, dans l'économie au sens large, on est quand même en train de re-questionner justement qu'est-ce que c'est l'économie et que l'économie soit pas que l'aspect financier. Donc déjà partir du troc, de l'échange, etc. Donc ça c'est l'économie au vrai sens, c'est-à-dire l'échange entre personnes, entre organisations, etc. Donc en fait on peut jouer sur tout un ensemble de choses pour s'affranchir de l'aspect financier qui aujourd'hui a été trop accaparé par voilà, certains acteurs et des banques qui sont pas éthiques et à qui on donne des moyens monstrueux pour faire en gros ce qu'elles veulent et qui correspondent pas pour moi aux besoins de société. Euh, donc voilà, après autour de ça, donc l'économie, c'est l'économie voilà, du partage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a en tête sur l'économie collaborative des exemples qui sont encore très capitalistes et qui de manière sociale sont pas dans l'émancipation de tout un chacun, mais qui restent voilà, une mainmise sur la plateforme, par exemple, voilà, une plateforme internet qui, une fois qu'elle a été développée, fonctionne un peu par elle-même. Les frais qu'on a besoin sur cette plateforme ne sont pas énormes. Par contre, on continue de faire payer à l'utilisateur de cette plateforme un prix qui correspond vraiment à la capitalisation de cet argent sur les personnes qui ont lancé le projet à la base et sur les actionnaires, etc. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on est aux prémices un peu d'un autre mode d'organisation collaboratif qui s'affranchirait beaucoup plus du capitalisme et qui remettrait vraiment le pouvoir à la fois dans la main des utilisateurs, des concepteurs, de voilà, tout un écosystème de gens qui sont dans une organisation et qui pourraient profiter de la valeur qui est créée. Parce que voilà, on parle vraiment de valeur créée, mais qui n'est pas que financière, quoi, qui est voilà, partage de compétences, maintien des ressources, tout ça. En fait, je pense que grâce en tout cas à Internet, on peut justement mettre à profit toutes les connaissances qu'on a pour que chacun puisse se les réapproprier. Et en fait, le problème justement de la finance et en tout cas euh, de l'économie libérale, c'est qu'on part un peu de l'idée que, enfin, dans une entreprise, quand justement des employés font du travail, c'est justement la capitalisation du travail qui donne le fruit en fait de l'entreprise, de qu'est-ce qu'elle a comme résultat. Et en fait, bien souvent, effectivement, ce fruit-là, qui est donc financier, c'est plutôt les actionnaires qui le récoltent. Donc c'est jamais vraiment rendu en fait à chacun ou au collectif, au commun. Et donc bien souvent, comment ça fonctionne, c'est que oui, on va extraire typiquement des ressources, des choses comme ça qu'on a un peu gratuitement, et qu'on va, au lieu de les gérer justement en tant que commun, sont appropriés par du privé et qui donc sont redistribués d'une façon payante. Et donc du coup, ça cause problème, c'est justement cette privatisation d'un peu tout. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas en termes de la croissance aussi, elle fonctionne pas mal sur les brevets, ce genre de choses. C'est justement de clôturer tout ce qu'on peut en fait avoir, tout ce que le commun peut avoir. Et on retrouve pas mal ça du coup, voilà, enfin le contre-courant du savoir libre, des logiciels libres, où on perd justement du principe que tout ce qu'on a accumulé comme connaissances ou comme biens, etc., sont un peu à tous, et qu'il n'y a personne qui pourrait plus se l'accaparer que les autres. Et en fait, nous, on part un peu de ce principe-là, sauf que forcément, par rapport à l'économie telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est que voilà, tu peux pas te faire de bénéfices, tu peux pas profiter en fait de la situation. Et je pense que ce courant-là est plutôt en train de se lancer, de venir de lancer une alternative par rapport à ça. Sauf que justement, le capitalisme est un peu plus fort que jamais aujourd'hui, et donc il va toujours chercher de toute façon à grappiller un petit peu partout où on peut, et à penser qu'il n'y a que la croissance qui règle le problème des gens, parce que justement, on accumule de plus en plus de choses qu'on extrait, etc. Donc ça, c'est un peu le but de la croissance. Sauf que les pays qui ont les plus fortes croissances sont ceux où il y a le plus forte inégalité, et aussi où il y a le plus de pauvres, et que voilà. Je pense que ce qui se passe aussi avec l'aspect financier, c'est que on est sur des chiffres, on est sur quelque chose qui est abstrait, et du coup c'est comme si les liens d'exploitation, d'un coup, voilà, on joue avec des chiffres, du coup on fait du bénéfice, on fait des choses là, donc il y a le culte aussi de la croissance, mais on voit pas l'effet papillon entre guillemets, qui est que de l'autre côté, oui, il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus d'inégalités, là où on extrait les ressources, c'est des pays en guerre, etc. Donc ouais, on décorrèle vraiment dans l'esprit des consommateurs et de toute la société
L'aspect, oui, on veut notre confort, on veut tout un ensemble d'envies plus que de besoins, etc. Et on décorrèle ça voilà, de l'effet que ça a à l'autre bout de la planète et à l'autre bout de la vie des objets, etc. Ouais, c'est ça en fait. Ceux qui ont justement, enfin, les territoires qui possèdent les ressources sont pas du tout ceux qui profitent directement du gain en fait qui sont faits, puisque justement au Congo, c'est sûrement, enfin, en République démocratique du Congo, un des pays les plus pauvres, et c'est là qu'ils comprennent un peu toutes les ressources, et ils ont le droit à la guerre, voilà. Et en fait, effectivement, on fait pas du tout le lien déjà entre la cause et la conséquence de la guerre et du fait qu'on achète des ressources pour nos téléphones portables. Je pense que la réappropriation des savoir-faire par les citoyens est importante parce qu'on a été justement privatisé en fait de nos moyens de vivre, c'est-à-dire aujourd'hui en tout cas quand on est en ville, on peut pas faire autrement que d'aller au supermarché pour acheter, pour avoir à manger. On peut pas faire autrement que pour se déplacer, il va falloir payer un transport en commun. Bon, on peut prendre le vélo, voilà, c'est des alternatives qui existent, mais il va falloir payer, je sais pas, le péage, le transport en commun, machin. Si on veut un appartement, un lieu d'habitation, il faut payer. Et en fait, à chaque niveau, on est privé justement, puisque c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens dans la rue, quoi. C'est qu'ils n'ont plus de moyens de subsister à part le fric. Et en fait, on va de plus en plus dans ce sens-là. On doit bosser de plus en plus pour payer en fait nos moyens de subsistance qu'on n'avait pas forcément besoin autant d'argent avant. Et il faut justement pouvoir redonner les moyens de faire au moins que les gens sachent comment faire, comment cultiver ces légumes, comment réparer, comment peut-être concevoir ces appareils éventuellement électroniques. Bon, on n'en est pas là, mais réapprendre tous ces savoirs en fait, que si un jour, je sais pas, on rentre dans une catastrophe écologique ou que je sais pas, il y a plus d'électricité ou j'en sais rien, comment on va faire quoi. Enfin, c'est un peu voilà ma façon de voir quoi. Je pense que l'idée, ouais, c'est de casser un lien de dépendance où c'est pas à bas niveau qu'on peut. Alors, je vais essayer. L'idée, je pense, c'est de casser un lien de dépendance qui fait que c'est plus nous-mêmes qui sommes acteurs de nos vies, mais donc on s'en remet à ceux toujours qui ont le capital, qui ont le pouvoir. Donc l'idée de se réapproprier les appareils, les connaissances, etc., c'est de faire en sorte qu'on soit, donc le mot c'est justement quand il y a une catastrophe qui arrive, que tu puisses te réorganiser. Ouais, voilà. Donc ouais, le mot-clé qui est pas mal utilisé, c'est la résilience, et donc ce que ça veut dire, c'est en gros se donner les moyens à une échelle collective de se réorganiser quand il y a des chocs qui arrivent, donc des chocs, des crises économiques, écologiques, etc. Donc ça c'est vraiment à long terme entre guillemets, mais déjà à très court terme c'est se donner les moyens en temps et non plus que en argent, voilà, d'avoir une vie quotidienne qui est plus sereine quoi. C'est-à-dire de moins être à la course à toujours faire plus pour gagner plus et pour consommer plus. Je pense que dans la production aussi, il faut. En fait, on sort beaucoup d'innovations sans arrêt, un petit truc en plus, un téléphone avec un meilleur mégapixel ou voilà les écrans tactiles de telle génération, etc. En fait, sauf que vu le rythme auquel ça sort, toutes ces technologies sont pas maîtrisées du tout. Donc, ce qui produit de fait en fait des systèmes qui sont prêts à défaillir à tout moment parce qu'ils sont très peu étudiés. Donc, pour moi, en tout cas, il faudrait juste prendre beaucoup plus de temps à savoir qu'est-ce qu'on fait. L'exemple, par exemple, du photovoltaïque, il est pas mal parce qu'en fait, c'est un désastre écologique à lui-même. Sauf que ça produit de l'électricité verte, ok, mais il faut réfléchir en fait à tout ce qu'on fait, prendre le temps et arrêter de cette course à l'innovation en disant que voilà, c'est du progrès, alors que l'innovation et le progrès est quand même assez différent et que tout ça en fait ça fait pas vraiment progresser l'humanité et que pourtant ces technologies sont quand même, il y a des choses qui sont assez chouettes, faut le dire, mais voilà, il faut juste prendre le temps de les concevoir, de les maîtriser pour ensuite éventuellement s'en servir quoi.
Donc ouais, ça fait le lien avec donc l'innovation et l'aspect modèle économique qu'il y a autour de ça. Aujourd'hui, voilà, les modèles économiques existants sont beaucoup autour de l'innovation et de faire sans cesse de la nouveauté. Donc ça répond un peu à la société qu'on a, qui est il y a toujours besoin de quelque chose de nouveau parce que dans notre imaginaire, voilà, c'est mieux, on aime les choses nouvelles, quoi. Donc là où on doit faire la transition, c'est accepter que l'économie, elle soit sur de l'entretien, donc de la réparation, de maintenir les choses existantes, quoi. Et ça, même à l'échelle un peu individuelle, je trouve, enfin, pourquoi, et par exemple, les métiers qu'il y a dans la société de balayeurs ou de choses comme ça, on a segmenté ces trucs-là et on dit c'est que le bas de la société qui s'en occupe parce qu'on veut pas s'en occuper. On a l'impression que c'est pas une tâche qu'on fera avec plaisir, alors qu'en fait, elle a tout son rôle dans la société. Si personne balaye ici, machin, on est dans des conditions qui sont pas où nous-mêmes on n'aimerait pas être. Donc moi, ce que je me fais pas mal comme réflexion, c'est effectivement tout le rôle de maintien de l'existant et d'un cadre de vie et des organisations et de tout ça. Ce que mentalement, en fait, se dire, oui, on en a tous besoin, donc on pourrait le faire tous déjà aussi, et faire en sorte que, oui, nos entreprises, tout ça, soient plus sur maintenir l'existant que créer du nouveau, dont on ne sait pas effectivement quelles sont les conséquences après, quoi. Ouais, par rapport au partage des outils, ouais, c'est super intéressant. Il y a certaines plateformes justement internet qui se sont lancées là-dessus, mais qui voient un peu les limites. C'est-à-dire que c'est toujours une question de temps et d'énergie que tu mets. Si tu dois aller chercher ta perceuse beaucoup trop loin, tu vas jamais le faire, même si tu as un super outil qui t'a permis d'y accéder. Donc, soit effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de points relais, donc des lieux un peu qui sont des dépôts d'outils, voilà, du partage d'outils, de choses comme ça. Donc soit après il n'y a pas que le numérique, il y a aussi les réseaux humains et il y a moins de liens sociaux, donc on va moins toquer chez ses voisins, mais c'est déjà un truc très de proximité à faire. Si on connaît mieux tout le quartier autour de nous, on peut déjà emprunter des outils sans avoir besoin d'une plateforme pour nous, quoi. En fait, le fait qu'on ait aujourd'hui justement des appareils pas chers, genre une perceuse, si tu vas au magasin d'à côté, tu en trouves, je sais pas, peut-être une à 40, 50 euros, mais elle va te tomber tomber en miettes au bout de quelques utilisations. Donc c'est des trucs qui sont un peu prêts à l'emploi pour une ou deux utilisations, voilà. Et forcément, on va aller se dire on en a besoin tout de suite, hop, on l'achète, on l'utilise, après on la laisse au fond d'un placard. Mais c'est ce fait-là en fait d'avoir des trucs pas chers qui permet que on ait chacun le même truc chez soi, la machine à laver, l'aspirateur, bon, on a peut-être besoin quand même, mais Le balai, ça marche bien. ouais, voilà, le balai ça marche bien, j'utilise ça. Mais voilà, en fait, de posséder tout ce qu'on peut, quoi, genre, parce que c'est des trucs pas chers. Alors que on aurait, voilà, des choses qui sont aussi, forcément plus chères, parce que c'est quand même des produits qui ont un coût à produire. Si c'était plus robuste, etc., on pourrait les mutualiser, mm, enfin, de meilleure, enfin, je veux dire, du coup, on les achèterait pas tous, et de cette façon, on les mutualiserait forcément. Mais comme ça se passait un peu à l'époque, avec les machines à laver, etc., et pour moi, il faut aller dans ce sens-là, mais c'est à condition que peut-être un achat collectif, quoi, d'avoir un bon outil, tout le monde le partage, et en plus ça crée voilà, du lien social. Et je rajouterais un truc qui se passe aussi pas mal en ce moment, qui est en train de se développer, c'est l'économie d'usage, donc de louer plutôt que d'acheter. Donc je suis plutôt pour et plutôt pas pour non plus, parce que en fait c'est bien de louer si tu loues, on va dire à vie tel truc, très bien, mais sauf que quand bon ça tombe en panne, on va aller te le remplacer au lieu de le réparer. Et surtout, j'ai vu des pubs qui disaient très bien, changez quand vous voulez quoi, changez le modèle, passez au nouveau modèle quand vous voulez, parce que du coup le prix de la location change pas. Et comme ça, tu jettes ton hop et dès qu'il y a le prochain, tu prends le nouveau. Ça changera absolument rien au problème. Après, l'idée de location est bien, mais en fait, tout peut être perverti justement par, le libéralisme économique, quoi. Je sais pas. Ouais, je veux bien compléter là-dessus. Du coup, c'est vrai que en gros, il y a plein de bonnes idées qui sont déjà expérimentées par différents strates de la société. Et ce qui manque un peu, c'est une vraie volonté politique pour lier tout ça et en faire quelque chose de cohérent, quoi. Parce que oui, on peut prendre par un bout et on peut en faire autre chose et qui marchera
pas pour un idéal de société qui va dans le bon sens. Par contre, si on essaie de lier de front tout ce qui se passe et de bien l'articuler, bah voilà, si on fait de la location avec de la réparation derrière et que on arrête de jouer sur la pub pour faire racheter sans cesse ou en tout cas renouveler sans cesse les appareils, enfin voilà, c'est plusieurs choses à mener de front et du coup à la fois par les citoyens, par les politiques, d'ailleurs plus de citoyens dans les politiques, bien sûr. Voilà. Il y a tout un ensemble de gestes en fait sur lesquels on insiste aussi pendant les ateliers. C'est que justement on parlait d'entretien sur un ordinateur. Une fois tous les 2 ans au moins, c'est bien de dépoussiérer en fait l'intérieur d'un ordinateur. Sinon, on laisse mourir le ventilateur par exemple. Sur les appareils un peu électroménagers, le détartrage des appareils qui ont de l'eau qui chauffe. Enfin voilà. Tout un ensemble de gestes d'entretien qu'il faut reprendre connaissance, qui souvent sont dans les manuels, etc. Mais on ne se le transmet pas, jamais on nous dit qu'une cafetière, il faut l'entretenir, un ordinateur, il faut le dépoussiérer. Donc en fait, tout un ensemble de petits gestes qui sont très importants pour la durée de vie des appareils. Des petits gestes aussi importants pour nos poches, quoi, pour les économies, et, parce que tout ça, ça a un coût, et quand on est jeune, surtout, bah, on a peut-être d'autres choses à faire de mieux avec cet argent, quoi. Voilà. C'est un peu moralisateur du coup. Tu vas faire que t'acheter des clopes là, ça sera la conclusion du documentaire. Non, tu peux acheter plus de clopes. Exact. Tu peux acheter le message.